Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et comme régulièrement dans cette émission, nous faisons un petit pas de côté par rapport au marché liquide et au marché coté pour nous intéresser aux enjeux du non-coté, du private equity spécifiquement avec la stratégie de Montefiore et son président, Eric Bismuth, qui est à mes côtés. Eric Bismuth, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. 20 ans d'existence quand même pour Montefiore Investment. Vous déployez, je crois que vous êtes en train de lever votre 6e millésime, c'est ça On a levé. Vous avez levé votre 6e millésime. Qu'est-ce qui caractérise Montefiore depuis 20 ans dans sa politique d'investissement, notamment tournée vers les ETI européennes pour accompagner la croissance des ETI européennes? Alors, notre stratégie est restée pratiquement la même sur les 20 dernières années. On est devenu, au cours des 20 dernières années, le leader en France et maintenant en Europe du Sud dans l'investissement dans les PME et ETI de croissance dans les métiers de service. Aujourd'hui, on gère 5 milliards. On a une équipe de 70 personnes avec des bureaux à Paris, à Milan et à Madrid. Et au cours des 20 dernières années, on est devenu l'acteur le plus performant en Europe dans le segment buyout, sur à la fois ce qu'on appelle le small et le mid market, avec environ 20% de TRI net investisseurs sur 20 ans, une volatilité très faible des performances. Et on a été élu par les investisseurs institutionnels 14 fois au cours des 14 dernières années meilleur fonds français de cette catégorie. Donc ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des indices. Ça veut dire que certains le pensent quand même. C'est quoi la secret sauce? C'est quoi? Déjà, cette régularité, encore une fois, c'est des métiers où on peut réaliser une année exceptionnelle suivie de très mauvaises années. Cette régularité, déjà, je trouve que c'est impressionnant. 20 ans d'existence, c'est aussi impressionnant. C'est quoi la secret sauce? Vous avez dit 70 équipes. Tout commence par le terrain, être proche du terrain, comment on accompagne ces entreprises et qu'est-ce qu'on leur apporte en plus des capitaux que vous leur apportez, Eric. Et bien, comme vous le dites justement, il ne s'agit pas de réussir une fois, il s'agit de répliquer la performance sur la durée. Et ça passe fondamentalement par la construction d'avantages concurrentiels structurels. Et ça, c'était notre obsession depuis le premier jour. Et c'est quoi ces avantages concurrentiels structurels? Ce n'est pas tellement à l'achat ou à la sortie. Pour nous, c'est entre les deux. Ouais. Entre les deux, on a en fait une connaissance sectorielle d'un métier dans lequel on a choisi d'investir et on a creusé ce sillon-là depuis 20 ans. Et on a un savoir-faire d'accompagnement et d'accélération de la croissance rentable des entreprises. Dans une économie française, européenne qui croît à 1,5-2% par an, nos entreprises à l'entrée sont des entreprises surperformantes. Elles croissent à 8% par an et elles ont une marge élevée. Et en fait, on va activer un ensemble de leviers qui sont spécifiques entreprise par entreprise, mais qu'on maîtrise très très bien et qui nous ont permis, au cours des 20 dernières années, de faire qu'en moyenne, ces entreprises délivrent plus de 20% de croissance, du chiffre d'affaires et des résultats par an. Ouais. Et en fait, en Europe, il y a très 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 peu de gens qui peuvent faire ça. Et pour ça, il faut être majoritaire? Pour faire ça, il faut être soit majoritaire, soit être un gros minoritaire très influent. Dans les deux cas, en fait, on s'associe avec des gens forts, parce qu'on ne fait pas ça avec des managements qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas parfaitement alignés, et on les respecte énormément. Et donc, c'est un travail vraiment main dans la main avec eux. L'autre élément qui est essentiel, c'est d'avoir des équipes qui soient suffisamment larges, parce qu'en fait, ça prend du temps de faire ça. Et donc, on a des équipes qui sont plutôt plus importantes que les autres, et avec un taux de turnover des équipes qui est quasiment nul. Parce que ce savoir-faire-là, en fait, ça met du temps à acquérir. Et ensuite, on a, en fait, les gens se développent au sein de Montefiore et ça permet de contribuer à la régularité des performances. En 20 ans, vous avez vu le rapport changer entre les managements que vous accompagnez et la société de private equity que vous êtes. Eric, moi, j'ai connu la période où quand des entreprises voyaient des fonds de private equity arriver ou commencer à toquer à leur porte, c'était généralement un mouvement de réticence qui l'emportait. Les choses ont changé de ce point de vue-là? Complètement. Aujourd'hui, sur le marché français, le private equity est très bien compris par les entrepreneurs. Les entrepreneurs anticipent les problématiques de succession. Ouais. Là où, avant, en fait, les gens attendaient 65 ans et se disaient « Est-ce que je vends à un industriel ou est-ce que je trouve quelqu'un qui veut participer à la reprise de ma société ?» Aujourd'hui, c'est des choses qui sont largement anticipées. Les patrons et les entrepreneurs réfléchissent à 45-50 ans à faire un premier tour, puis un deuxième, puis éventuellement un troisième. Et ça, je crois que c'est très sain, c'est très positif. La relation est très apaisée et constructive avec les entrepreneurs. Et donc, je pense qu'on a une situation, enfin, on a un terreau du private equity qui est d'abord sain en France, qui est plutôt vertueux,
et on a vu des excès dans des pays anglo-saxons notamment qu'on voit beaucoup moins en France, même s'il peut y avoir toujours des exceptions dans tous les métiers. Et le private equity contribue très positivement au global à la croissance économique française et aussi à la prise en compte des enjeux ESG, par exemple, dans les entreprises, parce qu'on a un private equity vertueux. Il y a une bataille autour des levées de fonds aujourd'hui. Eric Bismuth, vous n'êtes pas sans le savoir, donc c'est le chiffre. Alors, c'est une étude de Bain Capital, je crois, qui rapporte que pour $3 demandés par les GPs aujourd'hui, les gestionnaires de fonds, les LPs, les investisseurs partenaires, ne sont prêts à en offrir qu'un. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est quoi les clés de la réussite d'une levée de fonds aujourd'hui dans cette industrie? Alors d'abord, vous avez tout à fait raison, ce chiffre est statistiquement juste. Deuxièmement, qu'est-ce qui explique ça? C'est pas parce que les investisseurs veulent moins mettre dans le private equity, pas du tout. L'attractivité du private equity est toujours la même auprès des investisseurs. Ce qui a déclenché ça, c'est à partir de fin de 2022, début 2023, la hausse des taux, qui a fait baisser la valeur des portefeuilles obligataires des investisseurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet dénominateur. Le private equity qui marchait bien s'est retrouvé avec un poids surpondéré dans leurs allocations. Et donc, on ne peut pas en remettre plus, quoi. Voilà, exactement. Donc, il a fallu rééquilibrer ça. Et la conséquence de ça, c'est une polarisation du marché des investisseurs institutionnels qui doivent faire des choix et qui concentrent leurs investissements sur les meilleurs élèves de la classe. Et ça a été un ajustement un peu brutal. C'est-à-dire des gens qui marchaient plutôt bien, mais qui étaient à 13 sur 20, entre guillemets. En fait, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec pas grand-chose parce qu'en fait, la barre, elle est passée de 13 à 17. Et en ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir une stratégie très cohérente, des équipes extrêmement stables et surtout des performances extrêmement régulières et parmi les meilleures. Et donc, lorsqu'on a souhaité lever nos derniers fonds, en 2023-2024, on a levé 1,9 milliard. On a été sursouscrit. On l'a fait assez rapidement. Et on a eu, en fait, un re-up rate, c'est-à-dire que le montant réinvesti par les investisseurs existants qui est resté supérieur à 100%, ce qui est absolument exceptionnel. Bien sûr. Pour beaucoup d'autres, c'est plus difficile. Et donc, il y a des levées de fonds qui sont décalées, etc. Et ça repartira à un moment donné, en particulier si les taux continuent de baisser, ce qui pourrait être positif. Et puis, le deuxième facteur qui peut relancer les levées de fonds, c'est les sorties. La rotation du capital. La rotation du capital, qui est l'autre grand défi actuel. Il y en aura, quand je disais il n'y en aura pas pour tout le monde, une autre étude montre que d'ici 2030, peut-être 20% des gestionnaires d'actifs de fonds de private equity auront disparu. Il y a 19 000 fonds de private equity aux États-Unis pour 14 000 McDo. C'est un chiffre qui est mis en avant par les équipes de CACER sous forme anecdotique. Mais oui, il va y avoir une consolidation, une rationalisation de cette industrie aujourd'hui. Oui, mais 20% des acteurs qui disparaissent en 5 ou 10 ans, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Non. Ce qui est intéressant... Je dis pas que c'est une hécatombe. Non, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, en fait, pourquoi certains acteurs, et notamment les plus gros américains, parlent de ça. Parce que tout ça n'est pas forcément complètement innocent. Après la grande crise financière, les grands acteurs américains ont passé le message à travers les médias, etc., que les investisseurs institutionnels allaient concentrer leur argent vers les grands fonds. Et en fait... c'est ce qui s'est passé, mais par une espèce de force d'influence. Voilà. Un mimétisme, c'est ça. Une espèce de mimétisme, parce que c'était lu dans les journaux, etc. Et parce qu'il y a parce qu'il y a eu une pression sur, en fait, en disant, vous dépensez trop de fees en private equity, et donc, si vous mettez 1 milliard chez moi, je vous fais un prix, et donc, vous allez baisser vos fees. Aujourd'hui, 15 ans après, en fait, ces grands institutionnels ont fait leur bilan et ils sont aperçus en fait, que leurs performances sont inférieures à la performance du marché. Et donc, ils sont en train de faire marche arrière toutes et ils sont aperçus qu'ils se sont fait un peu manipuler. Aujourd'hui, ce sont les fonds compris entre 1 milliard et 5 milliards qui attirent le plus de capital, comme Montefiore et de quelques autres. Des gens qui apportent une vraie valeur ajoutée très différenciée et de la performance. Et je pense qu'on arrive un peu avec le même type de phénomène parce que avec ce message sur la consolidation, la disparition, etc., les gros vont accélérer le fait que les institutionnels vont dire, avant de mettre de l'argent dans ce petit fonds, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que dans ce mouvement de consolidation, il va disparaître? Alors, moi, je le dis de manière
assez désintéressés parce qu'on peut aussi profiter de ce phénomène-là, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont réduit leur portefeuille et on en a bénéficié aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'être lucide sur ce qui se passe. Et sur le fait qu'effectivement, ces messages venus du monde anglo-saxon ne sont pas toujours innocents. C'est bien de le rappeler, Eric. Sur la question des sorties, comment on répond aux besoins, effectivement, de sortir des entreprises en portefeuille avec l'objectif de retourner du cash aux investisseurs de la première heure? Alors, je pense que c'est bien de se demander qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'avoir des sorties. Un, c'est un phénomène d'abord d'ajustement progressif des prix de marché, et ça prend un petit peu de temps. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient des valeurs dans leur book, comme on dit, qui étaient un peu costauds et qui, en fait... Ce travail-là, il n'est pas fini. Il n'est pas forcément fini, et en particulier chez les gens qui, justement, ont du mal à lever des fonds et qui se disent, si j'ajuste... J'aurai encore moins de chances de lever des fonds. J'aurai encore moins de chances. Et le troisième élément, c'est sur les sociétés sur lesquelles les fonds n'ont pas fait un certain niveau de performance. Là aussi, si les gens en fait partent en levée de fonds, ils se disent, en fait, il faut peut-être que j'attende un peu pour faire ça. Donc c'est l'ensemble de ces phénomènes-là. On voit donc que la problématique des levées de fonds et des sorties sont en fait extrêmement liées. Bien sûr, complètement. En ce qui nous concerne, on a, je pense, l'avantage sur ce plan-là d'avoir un portefeuille de sociétés de grande qualité qui, en fait, en historique, ont connu aussi de la surperformance chez les autres lorsqu'on les a vendus. Deuxièmement, on a des valorisations qui sont historiquement très prudentes, avec presque 30% d'écart entre la valeur des books et la valeur réelle. Ce 30%, aujourd'hui, il est plus faible, mais en fait, cette marge de sécurité nous permet en fait, de s'ajuster naturellement à la réalité du marché. Et enfin, on a une capacité à attirer aussi des acheteurs industriels qui jouent un rôle important dans nos sorties. Et donc, l'an dernier, très concrètement, on a rendu à nos investisseurs 24% de la NAV, ce qui est dans le top 2% en Europe et qui est le record absolu en France. Donc ça montre que c'est possible, mais il faut réunir ces conditions. Dernière question, Eric. Comment est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui pour adresser, pardonnez mon mauvais français, le marché des clients et des investisseurs privés? Alors, c'est une très bonne question. Jusqu'à présent, en fait, on a 85% de nos fonds qui sont apportés par des institutionnels qui viennent du monde entier. On a une clientèle privée historique parce qu'on est un fonds entrepreneur qui travaille avec des entrepreneurs et qui a cet ADN entrepreneur. Et on a décidé de créer une business unit dédiée au private wealth avec le recrutement de Joséphine L'Oréal et de toute une équipe autour d'elle pour adresser les problématiques de produits, de distribution. On ne va pas aller vers le client en direct, mais à travers des partenaires, des banques privées, des CGP, et en partenariat avec toutes les compagnies d'assurance françaises notamment, mais aussi luxembourgeoises, parce qu'on a en fait la conviction que dans les 20 ans à venir, la problématique des retraites, la problématique de la gestion du patrimoine vont devenir des éléments encore plus importants qu'aujourd'hui, et qu'à côté de l'investissement liquide, et vous savez que j'adore la bourse, il y a une place pour l'investissement de long terme qui offre de la surperformance en échange de moins de liquidités. Et l'horizon de la retraite est un levier très puissant pour ça, par exemple. Exactement. Et donc, on est en train de préparer le lancement d'un produit evergreen. On va aussi avoir des feeders pour nos fonds de private equity et on va adresser les différents segments du private wealth. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu nous voir pour évoquer dans Smart Bourse cette industrie du private equity. Vous en êtes évidemment un des fers de lance en France, le président de Montefiore Investment qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.